Bonjour Habib, Salut Philippe. comment tu vas dans cette période un peu étrange? T'as jamais aussi mal suivi une Coupe du Monde quelque part parce que tu avais un peu de travail? Oui, j'avais un petit peu de travail, mais bon, je pense que je l'ai bien suivi quand même parce que comme on est des amoureux du foot, même à l'entraînement, on peut regarder les matchs avec les joueurs, avec le staff. Donc, on a quand même eu le privilège de suivre une très très belle Coupe du Monde ensemble. Donc, ça, c'est aussi un privilège de le vivre avec ses joueurs et avec son staff. Même si, bien sûr, on était très occupés, donc parfois on regardait un petit peu de loin quand même. C'est ce que j'allais te demander, comment tu suivais cette Coupe du Monde avec un papier, un crayon pour noter des choses qui pourraient te servir à aller à effet immédiat avec tes joueurs ou de manière plus passionnée, notamment quand le Sénégal ou la France jouent? De manière très passionnée quand le Sénégal jouait avec surtout pas de papier, surtout pas de crayon parce que pas mal d'angoisse. Après, ce qui est bien, c'est que la magie d'Internet en ce moment nous permet d'avoir déjà des rendus déjà de la FIFA sur toutes les statistiques de la Coupe du Monde. Il y avait aussi des magnifiques captures en fait avec la Tactical, donc qui permet d'avoir tout le terrain et l'animation des deux équipes. On a des outils aujourd'hui qui sont exceptionnels pour nous entraîneurs, mais même pour un staff, pour analyser les grandes compétitions, ce qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et donc, parfois, la logique de bloc et justement voir comment défendre certaines équipes ou comment se comportent certaines équipes en possession du ballon. Et notamment sur cette finale où il y a eu des choses très très intéressantes sur ce qu'a mis en place l'Argentine pour gêner les Français. Donc il y a plein d'aspects aujourd'hui qu'on peut prendre nous. Il faut surtout pas copier, il faut essayer d'incarner les idées des autres. Mais je pense que c'est Capello qui disait que le meilleur dans un entraîneur est le plus grand des voleurs, mais il doit aussi incarner ses idées. Donc il y a toujours des choses à prendre. Maintenant, bon, c'était avec un peu de recul et pas forcément sur l'instant avec les joueurs. Et vous avez fait des palettes pendant la Coupe du Monde sur ce qui se passait à la Coupe du Monde pour montrer à vos joueurs? Non, j'ai pas fait de rapport à la Coupe du Monde à mes joueurs. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de leur dire, voyez le 4-4-2, parce que nous, on joue en 4-4-2 aujourd'hui. Voyez le 4-4-2 de cette équipe est un petit peu différent d'une autre dans l'animation. Vous voyez là, c'est les milieux de terrain qui viennent compenser la montée du latéral, alors que peut-être que nous, on compense autrement. Mais c'est très intéressant de voir aujourd'hui comment certaines équipes peuvent s'adapter tactiquement à des problèmes rencontrés. Nous, aujourd'hui, on a quand même l'envie d'imposer aux autres dans notre championnat. Donc, on est plus sur des logiques même en étant capable d'imposer, on est capable de gérer aussi à la perte de balle. Et quand les joueurs sont là, c'est très intéressant d'échanger avec eux sur leur perception. Mais on n'a pas fait de copier-coller de l'animation de telle équipe pour mettre en rapport avec la nôtre pour deux raisons. C'est qu'on n'est pas du tout sur le même niveau euh, individuellement et collectivement en termes d'équipe. Et puis pour eux, c'est vraiment aujourd'hui, ils sont un peu déconnectés parce que pour eux, c'est beaucoup trop ce qu'ils sont en train de regarder. Et mettre en rapport ce qu'on fait nous, il faut faire attention à ce genre de choses quand même. Justement, la question toute bête, est-ce que c'est le même football ou est-ce que finalement il y a un tel écart qu'on ne parle pas exactement des mêmes choses? Moi, j'ai le sentiment que malgré tout, c'est le même football et qu'on peut tirer des choses de l'un vers l'autre. Complètement. Alors déjà, d'une, même si le niveau est complètement différent, dire à des joueurs, vous ne pouvez pas prétendre à ça, ça serait une insulte pour eux parce qu'ils ont tous, en quelque sorte, une ambition d'aller le plus haut possible dans leur vie. Ne pas oublier que Unai, par exemple, était en national il y a un peu plus d'un an et qu'aujourd'hui, il a été l'un des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde au sein du Maroc. Donc des destins exceptionnels, il y en a. Et eux, ils y croient encore et c'est tout à fait normal. J'ai des joueurs aussi qui ont joué la Coupe du Monde dans mon effectif, notamment Cherndeuil. Donc lui dire à lui que ce niveau-là, c'est pas le sien, ça serait lui mentir. Donc non, non, c'est le même football. Je pense que ça va plus vite. Mais par contre, mettre des perspectives au sein de notre équipe par rapport à ce qu'ils voient et leur dire, voyez les gars, bah, ce mec-là, il y a un an, il était au même endroit que vous. Ça, par contre, c'est beau parce qu'on voit une petite lueur dans leurs yeux et je trouve qu'ils voient ce destin d'une façon différente. Et moi, ce que je dis à mes joueurs, c'est de jamais s'arrêter de rêver et de ne pas se fixer de limites. Au fond, nous, on essaye de les emmener, mais ça n'est pas inatteignable, ce niveau-là. Donc, Unai a été un exemple exceptionnel de la réussite d'un joueur qui, il y a un an et demi, était en national. Justement, c'est un très, très bon exemple.
Comment on peut expliquer ces écarts, c'est-à-dire un joueur qui tout d'un coup, bah, en fin de formation, le club ne le garde pas, ou le club estime que c'était Strasbourg en l'occurrence, un club que tu connais bien, ne le garde pas, estime il passe pas, il n'a pas le niveau, il est trop maigre, il est trop, je sais pas, enfin je sais pas comment ils l'ont jugé à l'époque. Comment tu expliques que ce même joueur finalement part à Avranches et puis à Angers, puis s'impose à Angers parce qu'il a mis du temps quand même, il n'a pas tout de suite été titulaire. Il met du temps et derrière il explose à la face du monde dans une Coupe du Monde. Alors, je l'expliquerai par deux situations qui ne sont pas forcément deux situations que moi, je pense être les situations idoines pour dire c'est parce qu'il s'est passé ça qu'il n'a pas réussi. Il y a un aspect très simple, c'est que peut-être qu'au moment où Strasbourg ne s'est pas appuyé sur ce joueur-là, c'est qu'il n'était pas prêt mentalement, techniquement sûrement, mais mentalement peut-être pas prêt à subir justement cette remise en question constante que demande le football de très haut niveau. Et on ne peut pas en vouloir à Strasbourg en quelque sorte. Et puis il y a une deuxième situation, c'est que aujourd'hui dans le monde professionnel et dans le football professionnel, on pense qu'on n'a pas le temps. Et je combats ça au jour le jour. Je pense qu'il faut donner du temps au joueur lorsqu'on voit en lui un potentiel, qu'il faut lui donner de l'attention et que souvent la relation entre un entraîneur et un joueur, un contexte et un joueur, amène un joueur à aller voir autre chose chez lui, c'est-à-dire à percevoir autre chose dans ce qu'il est et lui donner envie justement de progresser à vitesse grand V. La progression d'un joueur ne peut pas, pour moi, être en corrélation qu'avec un entraîneur. Il y a le contexte, il y a son environnement et je pense qu'aujourd'hui, il faut voir en lui un potentiel et que peut-être, Unai a rencontré la personne qu'il fallait au moment où lui était prêt à aller chercher d'autres choses dans sa progression et que le Maroc a profité justement d'Unai dans la relation qu'il a eue avec Walid Regragui, dans la relation qu'il a eue avec ses partenaires et c'était le bon moment pour lui d'émerger. Ça ne veut pas dire que tous les autres avant se sont trompés, mais ça veut dire que peut-être que celui qui était là à ce moment-là a perçu ce qu'il fallait pour faire de Unai le joueur qu'il a été pendant le mondial. Je le vis moi et je l'ai vécu moi dans ma carrière personnelle. À 20 ans, j'ai rencontré Claude Leroy et Pierre Moikowski qui à ce moment-là ont vu en moi un potentiel et j'étais peut-être prêt à ce moment-là à répondre à leur perception, à leur envie et puis à leur désir de faire de moi un joueur capable de faire une carrière longue et une carrière de qualité. Donc je ne veux pas condamner les gens qui n'ont pas vu, mais par contre je veux aussi dire aux gens qui ont vu que peut-être qu'à ce moment-là, eux ont pris le temps de développer ce joueur-là, de lui parler, d'aller chercher des choses chez lui que peut-être lui n'avait pas espéré ou entrevu. Et donc c'est tout le succès de Walid Regragui aussi dans le management et dans l'éclosion de Unai aux yeux du monde, parce qu'au fond, le talent, il l'avait. Ce n'est pas Walid Regragui qui a appuyé sur un bouton et qui a déclenché ce talent. Ce talent, il l'avait. Par contre, peut-être que Walid a vu d'autres choses chez lui dans son management et dans son accompagnement qui ont fait de Unai le joueur qu'il a été pendant la Coupe du Monde. Ce que j'aime bien dans ton discours, Habib, c'est que tu valorises, tu réhabilites quelque part le rôle de l'entraîneur, qui est bien sûr le talent du joueur, mais le fait qu'il y ait une rencontre à un moment. Est-ce que dans cette Coupe du Monde, ou dans les Coupes du Monde en général, mais celle-là en particulier, puisqu'on est à chaud, est-ce que tu as eu la sensation que les entraîneurs jouaient un rôle considérable? Parce que souvent en sélection, on dit un peu l'inverse. On dit en sélection, oh bah, l'entraîneur, il prend les meilleurs, puis il les met... et puis bon, il les a pas toute l'année, il les prépare pas, etc. Puis hop, il les jette sur le terrain. Mais je pense que oui, pour une raison simple, pas de préparation. Très peu de préparation. Quand tu prépares une compétition pendant 3 semaines, l'entraîneur, il observe, il regarde la forme des uns et des autres, il a le temps de construire son groupe, de faire des essais pendant cette préparation. Et parfois, les essais lui donnent des réponses. Là, tous les sélectionneurs et tous les entraîneurs, puisque ce sont des entraîneurs et des sélectionneurs, mais ce sont aussi des entraîneurs, sont arrivés avec une volonté de dire on a peu de temps pour préparer, 10 jours. Au fond, on n'a pas trop de données, à part ce qu'on a vu auparavant dans les matchs ou d'autres compétitions. Et on va poser les choses et voir, mais on va voir dans le feu de l'action. C'est-à-dire qu'on n'a plus de temps pour aller voir en quelque sorte ce qui marche, les associations qui marchent, les complémentarités qui marchent. Et c'est pour ça qu'on a vu des joueurs, notamment l'Argentine, ne pas débuter la compétition et deuxième et troisième match rentrer dans l'équipe
et ils sont restés les joueurs titulaires pour aller chercher ce titre de champion du monde. Alors que peut-être qu'avant, sur des compétitions où les entraîneurs avaient eu le temps de tester, on n'a pas vu ce genre de choses. À l'image de ce que peut faire Didier Deschamps en 2018, où il part avec Sidibé et je ne sais plus qui était l'arrière gauche à ce moment-là. Benjamin Mendy. Et que pendant les matchs de préparation à cette Coupe du Monde, il décide de mettre Pavard, arrière droit, et l'arrière gauche qui était Lucas Hernandez. Donc, il a eu le temps de voir ça. Mais s'il avait été dans les mêmes configurations que la Coupe du Monde du moment, il aurait peut-être joué un match avec une composition d'équipe et peut-être dû s'adapter au deuxième ou au troisième match. Et je pense que ça nous a offert en quelque sorte, pour les entraîneurs, cette volonté d'intervenir et d'être très présent dans le management et le coaching des équipes. Et c'est pour ça que je pense que les entraîneurs ont eu peut-être un petit peu plus d'influence sur la Coupe du Monde, avec aussi des changements, et aujourd'hui il y a 5 changements qui permettent aujourd'hui à une équipe de changer plusieurs choses et de changer l'équipe au fil du match. Mais j'ai eu l'impression qu'à l'image de la finale, les entraîneurs ont très vite intervenu sur leurs équipes, à l'image de Didier Deschamps qui fait un changement à la 38e, ce qui est très peu fréquent quand même dans le management de Didier Deschamps. Est-ce que cette finale, puisqu'on est à chaud, on est quelques jours après, est-ce que cette finale est un véritable cas d'étude au niveau du coaching, avec Scaloni qui surprend probablement Deschamps en début de match par son choix, Di Maria, le côté de Di Maria, etc., etc. Deschamps qui redresse la situation en insistant sur on va dire sur les cannes et sur la puissance de joueurs qu'il introduit en cours de route. Scaloni qui peut-être s'adapte pas bien. Enfin bref, est-ce que c'est un véritable cas d'école cette finale? Ça l'est pour une raison, c'est que pour moi, la perception aujourd'hui de 2 équipes et de 2 entraîneurs, c'est que c'est un rapport de force constant. C'est-à-dire que vous pouvez tout préparer, vous pouvez tout anticiper, mais au fond, vous ne maîtrisez rien. Aux yeux de votre groupe et de votre équipe, vous voulez tout maîtriser. Vous voulez dire à votre équipe, on a analysé, on a préparé, on vous a préparé, on vous a entraîné pour vivre cette situation. Et l'exemple, c'est le Maroc face à l'équipe de France. Je pense que Didier Deschamps, il prépare tout, il analyse tout, mais il ne se dit pas que Walid Regragui va passer sur une défense à 3 pour aborder ce match, alors que ça a marché pour le Maroc avec une défense à 4 pendant toute la compétition. Et pourtant, Deschamps a tout anticipé. Mais ça, il le dit lui-même dans son discours, on n'avait pas anticipé une défense à 3. Est-ce que ça dessert le Maroc? Peut-être, sûrement. Est-ce que ça sert l'équipe de France? Au fond, on ne sait pas si ça a servi l'équipe de France. Et lorsqu'on regarde cette finale, ce qui est très intéressant, c'est que Scaloni impose à l'équipe de France un schéma de jeu, une ambition de jeu dès le début du match. Et ça fonctionne, puisque l'équipe de France est en grande difficulté. Et puis à la 38e minute, Deschamps change 2 profils. Des profils plus puissants, plus vitesse, plus puissants avec Marcus Thuram en point d'appui et de la verticalité avec Kolo Muani. Et au fond, on dit, ça change le match. Je pense que le match ne change pas par rapport à ces 2 changements. Le match, à mon avis, il change sur un fait de jeu. L'erreur de Otamendi qui n'intervient pas sur Kolo Muani et qui concède le penalty. Pour moi, le match change vraiment de scénario à ce moment-là. Avant ça, même si les changements de Scaloni avec Acuna ne sont pas des changements qui mettent l'Argentine dans de meilleures dispositions, mais je pense que lui, il veut anticiper justement cet éventuel retour de l'équipe de France parce qu'il se dit, ils ne peuvent pas faire la même mi-temps. Si je suis Scaloni à la mi-temps, la première chose que je dis à mes joueurs, c'est de dire, les gars, ils vont revenir et pour nous, ça va être plus difficile. Et je pense que quand il met Acuna, c'est qu'il se dit, je peux prendre un but et si je prends un but, il va falloir que je sois très solide pour résister à ce qu'il n'a pas su faire au fond, puisque l'équipe de France est revenue. Mais le cas d'école, c'est de voir que cette finale, elle s'est jouée sur des rapports de force entre les 2 entraîneurs et qu'au fond, à un moment donné, on ne sait pas qui va l'emporter. Et c'est ça qui est beau en football, c'est qu'on se dit, est-ce que ce rapport de force va être gagné par Deschamps? Et au fond, il peut l'être par Kolo Muani sur la dernière minute. Mais Scaloni, il a aussi l'opportunité d'écraser l'équipe de France en marquant le 3e but et match terminé. Et le cas d'école te montre une chose, c'est que les grands joueurs décident des matchs, et c'est la réalité, c'est Messi, c'est Mbappé. Mais si à un moment donné, tu es coach et que tu ne fais pas le bon choix au bon moment, ça peut te coûter très cher. Et au fond, si
Kolo Muani met son but à la 120e minute. Les analyses qu'on a de Scaloni, c'est qu'il a fait les mauvais choix avec Acuna, qu'il a fait les mauvais choix avec Montiel, qu'il a même mauvais choix de sortir Di Maria. Et c'est là où le football est exceptionnel, Philippe. C'est que nous, on l'analyse en tant que consultant, en tant que journaliste. Moi, je l'analyse en tant qu'entraîneur. Mais c'est la quête d'une vie. Et au fond, c'est le football qui gagne et c'est le côté imprévisible du football qui gagne. Parce que tu ne pourras jamais prendre le pas sur les 22 acteurs ou sur les 25, 26, 27 avec les changements. Mais ça, tu peux faire toutes les tests que tu veux. Tu peux sortir toutes les datas que tu veux. Tu peux sortir toutes les études que tu veux, amener toutes les machines que tu veux. Le football et l'individu, Pelé, Maradona, Mbappé, Messi, Van Basten, Platini, Zidane, seront toujours plus forts que ça. Toujours. Parce que celui qui peut dire qu'à la 70e minute, Mbappé va mettre un triplé dans cette finale, je dis chapeau à lui. Et au fond, on était incapable de le prédire et il l'a fait. Donc, c'est ça qui fait la beauté du football. Et c'est pour ça que c'est un cas d'école. C'est qu'on avait sûrement dans la compétition les 2 meilleurs entraîneurs du monde à ce moment-là. Mais ceux qui ont gagné, c'est Mbappé, c'est Messi, c'est Di Maria. Et c'est là où c'est beau. C'est que le joueur restera toujours plus fort que n'importe quel entraîneur, L'entraîneur n'est juste que il est la carte mentale en fait du match. Mais ceux qui décident des matchs, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Et ce sont eux les moteurs du jeu en fait, au fond. C'est un bel aveu, Habib. Et puis c'est un aveu aussi pour ton autre métier. C'est-à-dire que nous, que je partage parfois avec toi, quand on est sur les plateaux, des choses nous paraissent évidentes. On nous dit mais pourquoi l'entraîneur n'a-t-il pas fait? Moi, je me disais, mais pourquoi il ne fait pas rentrer un 3e central? Scaloni, que fait-il? Pourquoi il cadre pas plus alors qu'on voit bien que sa défense est en difficulté, etc. Ça paraît tellement évident. Et puis en même temps, derrière, il y a une prolongation. Tout d'un coup, l'Argentine redresse complètement sa qualité de jeu, se remet la tête à l'endroit. Donc on se dit, finalement, non, il a peut-être raison, parce qu'il veut maintenir cette qualité-là pour éteindre l'équipe de France. C'est ça qui est génial, quoi. Dans nos métiers différents, enfin ton métier d'entraîneur aujourd'hui et ton métier de consultant où finalement des choses apparaissent évidentes et ne le sont absolument pas. Exactement, et puis c'est une éternelle remise en question, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans l'obligation, toi et moi, de donner notre avis sur une situation. Et ce qui est dérangeant, c'est quand les gens disent « Ah mais vous êtes malin derrière votre écran ». Sauf que c'est notre métier en fait. Si aujourd'hui on ne s'exprime pas sur la position qu'on prendrait nous en tant qu'entraîneur, en tant qu'analyste du football ou en tant que juste amoureux du foot qui donne un avis sur sa perception. Au fond, on fait plus ce métier-là. C'est-à-dire que si on est des bénis oui-oui à dire « Ah bah Deschamps a raison, ah Scaloni a raison, ah bah il a bien fait ». Non, en fait, on est là aussi pour essayer de poser des questions pour faire avancer le débat. Et moi, au fond, ce que je dis à mon équipe quand je suis dans mon costume d'entraîneur, c'est que je leur dis « Moi, je fais des choix. Mais mes choix, ils sont validés par vous ou invalidés par le résultat. » Parce que je leur dis jamais que le match est invalidé par mes choix. Il est invalidé par le résultat. Parce qu'au fond, on ne sait jamais si on fait les bons choix. Et quand Scaloni fait rentrer Acuna, c'est qu'il pense qu'il fait le bon choix. Il n'est pas plus bête qu'un autre. Il ne se dit pas « je vais faire rentrer Acuna pour perdre le contrôle du match ». Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je pense qu'à un moment donné, lui, son objectif, c'est de maintenir le contrôle sur le milieu de terrain. Parce que sa grande force sur ce match, ça a été de contrôler le milieu de terrain et d'annihiler en quelque sorte les forces de Rabiot, de Tchouaméni et de Griezmann. Pour moi, le match, il le gagne en grande partie parce que ces 3 joueurs-là, Tchouaméni, Rabiot et Griezmann, n'ont plus eu d'emprise sur le match. Et en coupant cette relation, il coupe la relation avec Mbappé. Et au fond, quand Mbappé redevient important pour le jeu, c'est que l'équipe de France reprend du contrôle aussi sur le jeu. Et c'est ce qu'a très bien fait Scaloni, c'est qu'il a été capable à un moment donné de reprendre le contrôle du jeu au milieu de terrain. Donc son choix, il n'est pas si bête que ça. Parce que s'il fait rentrer un central, il faut qu'il sorte un milieu. Et lui, je pense qu'il voulait maintenir ce contrôle sur le milieu de terrain. Et c'est là où nous, nos analyses, elles sont pertinentes. Parfois, on se trompe. Mais moi, ce que je dis à tous les jeunes consultants ou à tous les consultants avec qui j'échange, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de se tromper. Quand on prend une position, il ne faut pas avoir peur de se tromper. On peut se tromper complètement sur une analyse, mais au fond, ce n'est pas très grave. C'est de la donnée, c'est ça qui est important. Parce qu'au fond, on sera capable de dire, bah oui, je pensais que, et puis au fond, je me suis trompé. Et on ne dira pas non plus quand on a réussi, ah, vous avez vu, je vous l'avais dit, hein, j'avais raison. On n'est pas comme ça. Enfin, en tout cas, dans notre métier, ce n'est pas comme ça qu'on le conçoit. Et moi, je continuerai à prendre des positions, que ça plaise ou non,
et je continuerai à prendre des risques dans mes positions parce que c'est notre métier aussi. Et pourtant, maintenant, tu es entraîneur, donc ça ne t'a pas amené de temps en temps à être du coup un petit peu plus prudent dans tes positions de consultant en te disant bah, je vais me faire reprendre de voler parce que moi, parallèlement, je suis en difficulté à Cholet ou autre, donc il faut mieux que je ferme ma gueule. Non, pas du tout, pas du tout, parce que pour moi, c'est deux métiers différents. C'est ce que je dis assez souvent, le consultant ne prend aucun risque quand il prend une position, puisqu'il n'agit pas sur l'équipe et il prend juste une position. Quand j'analyse un match, et je le dis avec toute l'humilité qui est la mienne, j'essaie de me positionner comme le troisième entraîneur des deux entraîneurs. Donc j'essaie de lire les rapports de force qu'essayent d'imposer les deux entraîneurs. J'essaie de me positionner comme un entraîneur qui viendrait à un moment donné prendre une décision pour l'une ou l'autre des deux équipes. Et quand je suis entraîneur, je sais ce que j'ai dans la main, je sais ce que je dois contrôler, je sais sur quoi je dois influer. Et je n'ai à aucun moment cette vision du consultant que je suis lorsque je travaille pour Canal. Je ne compare pas les deux, je ne fusionne pas les deux, c'est deux métiers différents. Et je m'interdis de me comporter dans mon métier de consultant en me disant « préserve-toi parce que maintenant tu es entraîneur et on peut te taper dessus ». Jamais. Je resterai le consultant que je suis avec mes positions, qu'elles plaisent ou non. Et ceux qui veulent faire des rapports entre mon métier de consultant et mon rapport d'entraîneur. Et il y a un journaliste qui dernièrement a pris une position en disant comment Habib Beye peut critiquer le travail de Christophe Galtier. Alors, je n'avais pas critiqué, mais comment peut-il analyser le travail de Christophe Galtier alors qu'il est 6e de national? Bon, pour moi, ce n'est pas une relation à avoir dans mon métier de consultant. Et même si j'étais dernier de national, je continuerai à donner mon avis parce que ce n'est pas ce qui influence mon travail d'entraîneur. Mon travail d'entraîneur, j'essaie d'être le meilleur chaque jour, j'essaie de devenir encore meilleur chaque jour. Mais mon métier de consultant n'est pas le même métier du tout. Mais à l'inverse, est-ce que l'entraîneur Habib Beye est agacé quand un consultant ou un journaliste dans un journal ou une émission sur le national dit des choses qui te paraissent loin de la réalité de ton équipe? Non, parce que, alors je ne suis pas agacé. Là où je peux éprouver une frustration, je le dis et je l'ai déjà fait, c'est quand le journaliste prend des positions et qu'il n'a pas vu les matchs. Ça me dérange. Donc j'ai déjà fait une remarque à un journaliste d'un célèbre quotidien français à qui j'ai dit « Ce qui m'ennuie, c'est quand tu parles de mon équipe mais que tu n'as pas vu les matchs. » Et il me dit « Comment tu sais que tu n'as pas vu les matchs ?» J'ai dit « Parce qu'on sait qui est Tabouer, on a les noms de tous les journalistes et en l'occurrence, tu n'es pas venu à tous les matchs. Donc quand tu parles d'une période, j'aurais aimé que tu vois les matchs. Là, tu parles sur des choses qu'on t'a rapportées et je n'ai pas de problème avec ça, c'est ton métier et jamais je t'empêcherai d'écrire quoi que ce soit, mais j'aurais aimé que tu vois les matchs. » Et il a avoué le fait qu'il ne voyait pas tous les matchs et donc je lui ai dit « Ça m'ennuie sur les positions que tu prends, mais tu es libre de faire ce que tu veux. Mais je te conseille quand tu écris sur mon équipe de voir les matchs. » Et quand tu seras plus haut dans la hiérarchie, parce que Habib Beye, il sera en Ligue 2 peut-être demain et en Ligue 1, j'espère, après-demain, là, ce sera ce sera plus dur pour toi. Tu seras plus confronté. D'abord, peut-être tu seras plus consultant, ce sera peut-être un peu compliqué à tenir comme position. Mais au-delà de ça, tu penses que tu sauras, grâce au fait que tu as été consultant toi-même, tu sauras faire la part des choses et ne pas t'emporter devant certains commentaires? Alors, je pense que je ferai la part des choses parce que pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est que quand on émet une critique ou une analyse, il faut amener des arguments à cette critique et à cette analyse. C'est ce que je m'applique à faire dans le métier que je fais de consultant, c'est ne jamais critiquer ou analyser. Moi, je le vois comme une analyse, mais si on veut employer le mot critique, je ne critique pas ou j'analyse pas sans argument. C'est-à-dire, j'apporte des arguments à mon analyse et j'estime que celui qui la reçoit à ce moment-là se dit, au fond, je suis peut-être pas d'accord avec lui, mais il m'a donné des arguments avec lesquels je suis d'accord ou pas, mais au moins il a donné des arguments. Et donc, je pense que quand on reçoit cette analyse, si demain je la reçois en tant qu'entraîneur de Ligue 1 ou Ligue 2, et qu'elle est argumentée, elle ne me posera pas de problème, elle pourra me créer une frustration, mais je devrais être capable de la contenir parce que j'ai fait ce métier-là, et au fond, je sais ce que c'est. Mais pour avoir rencontré des entraîneurs en activité qui m'ont parfois dit c'est facile, assis dans ton fauteuil, notamment certains entraîneurs qui ont à un moment donné été consultants quand ils devaient retrouver du travail. Je ne les citerai pas.
Et ça n'est pas Frédéric Antonetti avec qui j'ai de très très bonnes relations et que j'apprécie énormément, je le dis. Comme je bosse avec lui, les gens pourraient penser que je parle de Frédéric Antonetti. Ça n'est pas lui. Je leur dis, mais au fond, quand tu as été consultant, tu as fait la même chose que moi. Donc, je pars du principe qu'on est exposé à ça. Si tu n'es pas prêt à ça, il ne faut pas entraîner. Ça fait partie de notre métier au quotidien. Pour l'instant, je le vis assez paisiblement parce que je suis en national. Ce qui me permet de maintenir mes deux métiers, ce qui ne sera plus le cas, bien sûr, si on était en Ligue 2 aujourd'hui ou en Ligue 1. Parce que pour moi, ça ne serait pas compatible. Et surtout, ce que je ne voulais pas, c'est rompre mon engagement avec Canal, qui m'a employé depuis plus de 8 ans maintenant. Et ça a été aussi un accord avec le président Haddad, qui l'a très bien compris. Donc aujourd'hui, je fais les deux. Mais il est clair que si demain, le Red Star avait le bonheur de monter en Ligue 2, bien sûr que je ne pourrais plus continuer mon métier de consultant. Mais de toute façon, je l'avais dit, je voyais ce métier pendant 8 ans, ça fait 8 ans. Et à la fin de cette saison, ça s'arrêtera tout à fait naturellement. On a parlé un peu d'avenir, de Ligue 2, de Ligue 1. Tu as eu l'occasion cet hiver, tu l'as peut-être encore d'ailleurs, je ne sais pas, de passer directement en Ligue 1. Qu'est-ce qui te retient ou es-tu encore en course? Non, ce qui me retient, alors c'est pas du tout pour parler d'un cas très spécifique, ce qui me maintient aujourd'hui dans mon projet, c'est que le projet est bon. Le projet est en mouvement, c'est un club qui se développe. Je pense que tu l'as vu, tu étais là récemment. C'est un club qui est passionnant, qui correspond à mes valeurs et surtout à ce que je veux aujourd'hui produire avec mon équipe et donc produire du jeu. Et je trouve que l'engouement Boer permet ça à l'équipe. Et je suis bien surtout avec mon staff et avec mon président, mon directeur sportif, mes joueurs. Et c'est aussi ce qui m'amène à ne pas considérer quoi que ce soit ou ne pas m'éparpiller à penser à autre chose. Je vais le faire encore une fois avec de l'humilité, mais je suis sûr qu'avec le travail que je fais aujourd'hui, la motivation que j'ai à devenir un meilleur entraîneur chaque jour, l'opportunité un jour arrivera. Je l'espère avec le Red Star, c'est-à-dire j'espère pouvoir amener ce club le plus haut possible, le plus vite possible. Et si ça n'est pas avec le Red Star, je sais que ça arrivera un jour dans ma carrière parce que je me donne les moyens aussi de travailler pour obtenir aujourd'hui ce que je veux le plus, c'est entraîner au plus haut niveau. Mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est le Red Star et je suis concentré à 2000% avec ce club sans me poser de questions de savoir quand est-ce que je dois aller au très très haut niveau. J'estime que je suis déjà au haut niveau et ça viendra avec le temps. Si en tout cas, je me donne les moyens dans mon travail d'obtenir ce que je veux. Mais aujourd'hui, l'aventure, c'est le Red Star et ça ne doit pas être autre chose. Donc il n'y aura pas de Brest ou autre cet hiver, par exemple? Non, parce que je n'ai pas de volonté de partir du Red Star. Et de toute façon, il n'y a pas de volonté de la part du club de me laisser partir quelque part. Et puis, je ne me pose vraiment pas la question parce que sincèrement, je suis là où je dois être aujourd'hui. Donc, on ne peut jamais dire jamais, Philippe. Donc, ça serait aujourd'hui, on ne peut jamais dire jamais parce que l'opportunité, on ne sait jamais quelle est, au fond. Mais la réalité, c'est que je suis très, très bien en Red Star et je n'ai pas envisagé à aucun moment d'aller voir ailleurs ou de penser autre chose ou autrement qu'avec ce club. Parce qu'on a des objectifs à atteindre et c'est passionnant de le faire avec ce club et mes joueurs surtout. Parce que mes joueurs aujourd'hui m'ont fait confiance et je me dois de leur rendre cette confiance. Et j'ai surtout un staff qui m'a fait confiance et je me dois de leur rendre cette confiance et surtout un club avec le président et le directeur sportif. Donc on est dans une aventure qu'on doit maintenir et qui doit nous emmener le plus haut possible en mai prochain. La montée, tu y crois beaucoup, tu sens que ton équipe évolue dans ce sens-là? Oui, alors après, ce sera difficile parce qu'on est dans un championnat qui est difficilement lisible. Il y a des équipes qui sont sûrement mieux préparées en termes d'effectifs que nous, à l'image de Versailles qui a construit une équipe hors norme. Mais on est là, on est à 4 points avec un match de retard. Donc on est dans ce groupe de tête qui va se disputer la montée, mais on sait qu'il y a encore 5 mois de compétition, on faudra être ultra performant, maintenir la force qu'on a été capable de montrer pendant cette première partie de saison. On sait que ça va se décider là dans les 2 prochains mois où il faudra encore être là à la bagarre. Mais mon équipe est prête, on est en mission, on est en chasse, c'est ce que je dis à mes joueurs. Et là, ils ont 10 jours de repos mérités, mais il faudra repartir dès le 27 décembre à l'entraînement pour obtenir nos objectifs. Maintenant, je ne peux pas appuyer sur un bouton et vous dire qu'on sera en Ligue 2 en mai, c'est notre ambition. Mais il y a 16 clubs comme nous qui ont cette ambition-là. Donc
Donc, il va falloir se battre. Mais on a développé du jeu. On a montré de grosses forces cette première partie de saison. On est la meilleure défense du championnat. On a un jeu qui produit du spectacle à Boer. Et ça sera toujours mon ambition parce qu'on a un public à satisfaire. Et puis, on montre aussi qu'on est capable de jouer au foot en national. Ce qui n'était pas le cas pour certaines personnes qui pensaient que c'était impossible. On montre que c'est possible et ça ne sera validé que par l'objectif en fin de saison. Mais pour moi, l'objectif, il vient à la fin. Il y a l'aventure humaine, il y a l'ambition des joueurs, il y a les sacrifices qu'il faut mettre en place, il y a l'intensité que tu veux mettre à l'entraînement, il y a l'identité que tu veux avoir en tant que club. Et les objectifs, ils arrivent à la fin de tout ça. Et je suis sûr que si on arrive à maintenir tout ça, on ne sera pas loin des objectifs. Pour finir, on va revenir quand même un peu sur la Coupe du Monde. Est-ce que la manière dont tu l'as vécu personnellement, parce que j'imagine quand même que tu n'es pas resté inerte et que tu as eu quelques contacts avec Aliou Cissé ou d'autres personnes du staff ou de l'entourage de l'équipe nationale, ceux de 2002 au Sénégal. Oui, avec Aliou, non, parce que je ne voulais pas le perturber. J'aime qu'il soit concentré comme il le fait à chaque fois sur la compétition. Et il n'a pas besoin d'entendre Habib Beye pendant la compétition pour se sentir bien. J'ai toute confiance en lui. J'ai plus parlé avec Lamine Diatta, qui est mon meilleur ami, tu le sais, et qui est dans le staff des Lions. Donc, pour suivre un petit peu cette équipe, pour leur envoyer de la force aussi au quotidien. Il partait de loin avec le meilleur joueur qui n'était pas là, Sadio Mané. Et au fond, il n'y a pas de débat à avoir sur le match où on est éliminé. L'Angleterre a été meilleure. On a joué avec nos armes. Quand tu ne joues pas avec Sadio Mané, Idrissa Gueye, qui sont quand même tes deux piliers, je dirais, forcément, tu pars avec un désavantage lorsque l'Angleterre est au complet. Ce qui est dur, c'est le scénario du match. Parce que je pense qu'on aurait pu les maintenir sous pression un petit peu plus longtemps. Et le deuxième but nous fait très très mal, où on manque d'expérience. On manque un petit peu de vice, j'aime pas dire ce mot, mais c'est un petit peu le cas, où tu dois faire faute et couper l'action et rentrer à la mi-temps avec 1-0, et tu sais que tout reste possible. À 2-0, ça devient plus compliqué, et je pense qu'à ce moment-là, en l'absence de Sadio, en l'absence d'Idrissa, même les joueurs ont senti que ça devenait presque impossible. Donc le parcours est honorable, on peut toujours le voir meilleur, mais il faut être fier aussi de ce qu'ont fait les clubs et les sélections africaines, et notamment le Maroc. Parce que c'est historique. C'est génial de voir une équipe comme le Maroc et un sélectionneur comme Walid les emmener jusqu'en demi-finale. Au même titre que ce qu'on avait fait en 2002, de ce qu'avait fait le Ghana, le Nigeria par le passé, le Cameroun. On était tous derrière l'Afrique et au fond, on était tous derrière un continent et le Maroc a été le digne représentant de tout ça. Et si je me positionne comme Sénégalais, j'ai été fier de voir mes compatriotes, mes jeunes frères se battre jusqu'au bout et de capituler face à une équipe qui a été clairement meilleure. Voilà. Et puis, effectivement, tu as raison de soulever ce point fondamental. Les 5 équipes africaines ont toutes remporté au moins un match. Il y a eu 2 qualifiés, ce qui est un nombre classique, même si 2018 avait été une exception. Mais 2 qualifiés, toutes ont gagné au moins un match. L'Afrique a fait 24 points. Au premier tour, je ne te parle pas des performances ensuite du Maroc, 24 points alors que d'habitude c'était 13 ou 14. Les 2 dernières Coupes du Monde c'était 13 ou 14 points, c'est-à-dire qu'on avait toujours une équipe à 0, 1 point, 2 points. Là pas du tout, il n'y a eu que des équipes entre 4 et 6 quoi, globalement, peut-être 7 même avec le Maroc. Donc ça c'est une satisfaction globale quand même, qui revalorise le foot africain. Oui, mais ce qui m'ennuie en fait c'est qu'on soit obligé de revaloriser le football africain et je pense que tu es un amoureux du football africain et tu te bats contre ça depuis des années, je le sais Philippe, et j'ai été avec toi sur des plateaux et je te vois te battre à chaque fois pour défendre ce football africain qui est à chaque fois réduit à très peu de choses souvent. J'ai entendu par exemple une déclaration de Manuel Amoros que j'apprécie énormément mais qui dit sur une radio qui fait beaucoup d'audience, il a dit une phrase qui me paraît maladroite, qui n'était pas du tout une phrase voulue de sa part mais qui était maladroite. Les Africains doivent apprendre des Européens. Quand j'entends des phrases comme celle-ci en 2022, ça me met en colère, mais ça me met aussi dans une situation où on voudrait aujourd'hui que les Africains apprennent des Européens. Le mot apprendre me pose un problème. Et je suis très content que le Maroc soit venu en fait, en quelque sorte, bouleverser tout ça, défoncer tout ça, un petit peu dépoussiérer tout ça, parce que au fond, ils ont sorti l'Espagne. Ils ont sorti le Portugal. L'Espagne, c'est l'Europe. Le Portugal, c'est l'Europe. Et on prouve aujourd'hui qu'avec de l'ambition, des croyances aussi, notre football doit continuer en fait à venir un petit peu
pointer le bout de son nez parce que ça n'est qu'une question de confiance et d'ambition. C'est pas une question de on est africain, c'est pas une question de on n'a pas de moyens, c'est une question de on doit s'améliorer dans tout ça. On l'a tous noté, on doit s'améliorer dans nos structures, on doit s'améliorer dans nos philosophies, mais ça c'est le cas pour les Européens, c'est le cas pour tout le monde, les Asiatiques qui continuent aussi à grandir dans le football. Et il faut arrêter de mettre des nations ou des footballs dans des cases. Et le Maroc l'a prouvé. Quand on voit la demi-finale du Maroc contre l'équipe de France, ils sont à peu de choses d'aller en finale de Coupe du Monde. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ça n'était pas un exploit un petit peu dans un coin. On pense que c'est arrivé une fois. Non, ça arrivera encore. Et j'espère qu'on continuera à croire en notre destin. Voilà. Et le Maroc y a cru. Et ils ont montré qu'ils étaient capables de montrer à tout le monde que les Africains n'ont pas à apprendre des Européens. On n'apprend pas. On doit se sentir aussi légitime. Et c'était une phrase maladroite, encore une fois, d'une personne que j'apprécie énormément, que je connais un petit peu. Donc, je mets ça sur la maladresse. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces logiques-là d'apprendre de qui que ce soit et de quoi que ce soit. En ce sens-là, les déclarations de Samuel Eto'o qui ont été beaucoup moquées avant la Coupe du Monde où il annonçait une finale Cameroun-Maroc. Bon, c'est marrant parce que le Maroc, évidemment, a été pas très loin justement de la finale, mais au-delà de ça, tout le monde l'a moqué. En fait, finalement, ces déclarations, elles n'étaient pas dénuées de sens, non pas parce que le Maroc était allé en demi-finale, mais simplement parce que l'ambition doit accompagner toujours systématiquement les équipes africaines. Alors, je vais vous dire, je pense qu'Alélie a une ambition, dans un premier temps, pour Samuel Eto'o, pour le connaître un petit peu. Samuel est un ambitieux. Il ne se laissera jamais réduire à une logique de c'est sûr qu'on est en dessous. Non, il est ambitieux. Et la deuxième, c'est un peu provocateur aussi, parce qu'il veut provoquer à un moment donné le débat. Je connais un peu Samuel et je pense qu'il l'a fait de façon légitime, mais aussi de dire maintenant, j'y vais, moi je vais dans cette prise de risque parce que je veux provoquer le débat. Et ce débat a lieu d'être aujourd'hui. Et je suis très content que ces positions soient prises. Et il a été ambitieux. Et au fond, on ne va pas lui reprocher d'être ambitieux. Le Maroc a été ambitieux, ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde. Et ils ont fait plaisir à tout le monde, pas qu'aux Marocains, pas qu'aux Africains, au monde entier. Il y avait beaucoup de Français aujourd'hui, beaucoup de joueurs aux Pays-Bas, beaucoup de gens en Angleterre qui étaient contents de voir le Maroc et cette épopée fantastique. Donc voilà, il a été ambitieux, il a raison de l'être, il faut continuer à l'être. Je le suis aussi. Et tu l'es aussi. Alors Habib, est-ce que le prochain Walid Regragui, ce serait pas le prochain ambitieux, ce serait pas justement Habib Beye à la tête de la sélection du Sénégal? Alors ambitieux, je le suis, mais raisonné aussi. Et je pense que pour prendre une telle fonction, il faut être préparé. Et comme je l'ai dit, pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est de vivre des moments en club, c'est-à-dire de prendre de l'expérience en gérant un club plus qu'une sélection. Maintenant, j'ai aussi dit que ça serait un rêve de un jour entraîner la sélection de mon pays pour deux raisons. C'est que ce pays m'a tout donné. Les émotions que j'ai pu vivre en tant que Sénégalais à la Coupe du Monde, à la Coupe d'Afrique, me donnent aussi un jour envie forcément de manager et d'être le sélectionneur de cette équipe. Mais c'est bien trop tôt. Il y a un sélectionneur en place qui fait du très très bon travail. Et aujourd'hui, je le regarde, je le soutiens. Je serai toujours derrière le football sénégalais parce qu'il m'a beaucoup apporté. Et puis, mon temps arrivera, je l'espère, un jour avec l'ambition. Mais Walid a fait un super travail avec le Maroc. Il y a d'autres sélectionneurs aujourd'hui qui font du super travail avec leur sélection. Et je souhaite que d'autres sélectionneurs continuent à mettre justement le continent en avant dans la façon de travailler, dans la façon de jouer. Mais j'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité et le privilège d'entraîner ma sélection. Mais pour l'instant, c'est un petit peu tôt, je dois l'avouer. Et pour finir, on a vu donc l'Afrique réussir une très belle Coupe du Monde avec 5 entraîneurs originaires du pays qu'ils ont dirigé. C'est évidemment, j'imagine, un encouragement, d'autant qu'un certain nombre ont été formés malgré tout en Europe, dont Walid, dont Aliou, évidemment. Oui, mais ça, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est de voir des présidents de fédération avoir confiance justement en ces sélectionneurs. Lorsque je vois la durée avec laquelle Aliou Cissé travaille avec cette sélection, ça prouve aussi que le président de la fédération est dans la stabilité. Et c'est aussi ce qui fait qu'on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations récemment. C'est cette stabilité apportée
justement au football du continent. Quand je vois aujourd'hui Jamel Belmadi, il y a eu un échec et pourtant il est toujours à la tête de sa sélection parce qu'on veut de la stabilité. Voilà, et on a décidé aussi de faire confiance à Walid Regragui, qui est un jeune entraîneur avec de l'expérience, mais qui a amené ses idées après Vahid Halilodzic et ça a fonctionné. Donc ça donne de l'élan à tout le monde, ça donne de l'élan aussi à tous ces sélectionneurs qui le pensent parce qu'ils n'ont pas été travailler en Europe, qu'il n'y a pas d'issue à leur carrière et donc ça donne de la confiance à tout le monde. C'est bien d'être dans la stabilité, on en a manqué par le passé. Lorsque je vois Samuel Eto'o et le fait qu'il mette Rigobert Song aussi à la tête des Camerounais, ça prouve la confiance qu'il a aussi en des anciens qui ont connu la gloire avec leur sélection. Et il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là. Maintenant, ce qui valide tout ça, et je le dis aussi sur la logique des entraîneurs noirs aujourd'hui où le débat est très ouvert, il faut qu'on soit en capacité d'y aller, d'avoir la volonté d'y aller, d'enfoncer en quelque sorte les portes qui sont fermées et puis de bien travailler. Parce qu'il ne faut pas juste dire il faut qu'il y en ait. Il faut que quand on est en place, on travaille bien. C'est le cas en ce moment. Et c'est parfait pour le continent africain et c'est parfait pour tous ces jeunes sélectionneurs, ces jeunes entraîneurs qui ont très faim, de continuer à montrer leur volonté de réussir. Et ça passera que par le travail. Si on veut être légitime aujourd'hui, ça ne passe que par le travail et pas par une couleur de peau, pas par une identité, pas par une... C'est par le travail et par la qualité de notre travail. Et aujourd'hui, on l'a démontré pendant cette Coupe du Monde. Est-ce qu'après cette Coupe du Monde, et c'est ce qu'on vient de raconter sur les entraîneurs africains originaires du pays, est-ce qu'on peut espérer que cette Coupe du Monde soit un véritable déclic pour le football africain et qu'enfin il vive pleinement toutes ses qualités, tout le talent qu'il montre par ailleurs, notamment sur le terrain? Et je l'espère. Ce qui m'a plu dans le message de Walid Regragui, c'est qu'il a dit dès le départ, nous, on veut gagner la Coupe du Monde. On n'est pas là pour casser un plafond de verre, on veut gagner la Coupe du Monde. Et je pense qu'il a jusqu'au bout eu l'ambition de gagner cette Coupe du Monde, jusqu'au bout eu l'ambition de finir 3e de cette Coupe du Monde. Et ça, c'est ce qu'il faut entendre parce que moi, j'ai vécu un moment en 2002 où quand on est arrivé en quart de finale, on avait l'impression d'avoir fini le job. Et peut-être que ça nous a manqué, ce dernier petit coup de collier à la fin parce qu'on a eu l'impression que l'objectif était rempli. Et je pense que maintenant, les équipes se diront « et pourquoi pas ?» Et pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas gagner la Coupe du Monde? Et ça a sûrement, et ça va sûrement changer les mentalités des observateurs, mais des acteurs qui auront l'opportunité à un moment donné de dire « et pourquoi pas ?» Et si on allait gagner une Coupe du Monde? Et je pense que Walid Regragui a dit à ses joueurs jusqu'au bout « les gars, on peut la gagner. » Et au fond, quand on regarde la demi-finale, ils sont pas si loin que ça, au fond. Ils perdent contre la France, mais ils sont pas si loin que ça. Comme nous, on n'était pas si loin de battre la Turquie en 2002. Mais il nous manque encore certaines choses qu'il va falloir encore travailler, être obstiné, avoir cette ambition ultime de se dire « et si on gagnait la Coupe du Monde ?» Ranieri a dit à ses joueurs « et si on gagnait la Première Ligue avec Leicester ?» Et au fond, il l'a gagné. Donc, comme quoi, tout est possible. La référence est bonne, Habib. Mais en tout cas, on souhaite d'abord évidemment tout le bonheur du football africain à travers tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Et on te souhaite continuer parce que tu as déjà bien démarré dans le métier de manière humble, parce que démarrer par le national, je pense que tu avais peut-être des opportunités pour aller plus vite, mais que tu as su aller vers un projet intelligent et progresser petit à petit. Je pense que c'est une démarche dans laquelle on doit t'encourager vivement. Merci, c'est gentil Philippe. Et moi, je voulais te remercier parce que tu es un ardent défenseur du football africain et pas que le Sénégal. C'est que tu te bats depuis des années. Tu es un expert de ce football-là, tu es un expert du football en général, mais tu aimes ce continent. Et je sais que tu te bats aussi dans les émissions pour mettre en avant le football du continent. Et je dirais pas que ce qui arrive en ce moment, c'est une réussite pour chacun d'entre nous, mais c'est une réussite parce qu'on le défend. Et qu'au fond, ça vient légitimer un petit peu ce discours qu'on a depuis des années. Regardez le football africain, regardez le football du continent, défendre les championnats locaux, même si c'est difficile, et défendre les entraîneurs qui mettent en avant ce football-là. Je pense à Claude Leroy, Hervé Renard, qui ont amené ce football-là là où il est aujourd'hui, et puis les nouvelles générations, Aliou Cissé, Walid Regragui, qui portent ce football-là, et on doit être derrière ça, et on doit le défendre quoi qu'il arrive. Donc je te félicite aussi parce que tu le fais depuis des années. On va continuer, Habib. On va continuer ensemble, main dans la main.
Ok, ça marche, pas de problème. Merci Habib, merci pour tout. De rien. À bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt, Philippe. Salut. Ciao. Salut Habib.